Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode du podcast de Diapason. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kemba Ranavel. Kemba, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Tu habites à Madagascar et tu vas nous en dire plus, tu vas te présenter, mais nous avons l'occasion de t'avoir là à distance pendant que tu es en France. Donc c'est vrai que pour les conditions techniques, ça améliore un certain nombre de choses. Kemba, présente-toi, dis-nous en plus. Lançons ce podcast. J'avais vraiment hâte que nous ayons cet échange. Bonjour à tous, bonjour Erianza. Donc, effectivement, je vis à Madagascar. Je vis à Antananarive ou Tananarive. Moi, je dis Tana, c'est plus simple, tout le monde comprend. Donc, dans la capitale, qui est une très grande ville aujourd'hui. On pensait que c'était un village, maintenant, c'est vraiment une grande ville avec tout ce qu'il y a de désagréable dans cette ville, mais c'est ma ville. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où je travaille et c'est la ville où je milite. Je milite pour les droits des femmes dans un mouvement féministe et je milite pour une éducation de qualité pour tous dans une école primaire privée que je dirige depuis maintenant près de 10 ans. Voilà. Cette école s'appelle les Colibris, Mais comme le petit colibri qui fait sa part. oui, ce joli colibri qui est un beau conte, une belle image en tous les cas. Et je pense que tu vas tirer le fil sur le faire de faire sa part. Mm. C'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ensemble aujourd'hui. Euh, En préparant ce podcast avec toi, l'une des premières choses qui vraiment m'a interpellée, c'est c'est ce parcours qu'on a un peu en commun toutes les deux, où on a grandi à Madagascar et il y a eu ce cheminement classique pour un certain nombre qui est d'aller en Europe après le baccalauréat. Raconte-nous un peu ce parcours où tu es parti, quelle enfance tu as eue et ce retour au pays natal ensuite, puisque je crois que c'était pas forcément prévu. Ça s'est fait assez soudainement et ça a été le déclencheur de beaucoup de choses. Oui, effectivement, comme toi, j'ai grandi donc à Madagascar, à Tana, précisément, avec des parents que je qualifierais volontiers de révolutionnaires. Donc, j'ai commencé ma scolarité dans une école primaire publique au temps béni de la Révolution, de la fin des années 70. Ça s'est pas très bien passé. Hmm, J'ai connu, on l'oublie, ça existe aussi chez nous, j'ai connu un peu de racisme parce qu'en fait, ma mère est étrangère. En l'occurrence, elle est française, ça veut dire qu'elle est originaire du pays de l'ancienne puissance colonisatrice. ouais. Donc, à cette époque, c'était un petit peu compliqué. Hmm, Et en tant que métisse, donc, j'ai découvert très tôt le racisme. ouais. Toujours est-il que ça m'a permis de fréquenter des milieux très, très différents. Donc, j'ai grandi dans cette capitale et mon père n'est pas originaire non plus de la capitale. Sa famille est originaire du sud-est de l'île. Ouais. Il a grandi dans une autre grande ville qui est Tamatave. Mais moi, je revendique mon appartenance à cette ville de Tana, même si, ethniquement parlant, je ne suis donc pas mère, je ne suis pas de cette région. Ouais. Donc, j'ai grandi à Tana dans un milieu plutôt privilégié, très ouvert, on va dire, intellectuel, voilà, avec des conversations toujours très intéressantes sur Hmm, le pays, mais aussi sur le monde. On n'était pas coupé du monde. Et dès le départ, en fait, il était prévu que je poursuive mes études à l'étranger. Et je savais que ça serait l'Europe parce que je me sens aussi profondément européenne, culturellement en tout cas. Mais je voulais découvrir le monde et j'ai eu la chance de pouvoir partir pour l'Allemagne avant finalement de découvrir la France. Je connaissais la France de passage, mais j'y avais jamais vécu. hmm. Et je suis persuadée que ce passage par l'Allemagne a été fondateur dans la construction de l'adulte que je suis devenue. Même en France, je veux dire, j'ai compris très vite que l'Europe aussi était plurielle.
tout à fait. À une époque où l'Europe se construisait, c'était précisément à l'époque du traité de Maastricht. Voilà. Ouais, 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 Euh, ouais. et quand j'ai quitté Madagascar, j'étais partie dans l'idée que je ne reviendrais pas. Je D'accord. voulais, je voulais, je voulais voir le monde et franchement, c'était mes racines, mais ça s'arrêtait là. Mon Hmm, arbre allait se développer ailleurs dans le monde. ailleurs. Ouais. Bon, bien sûr, les choses se sont pas passées comme ça. D'abord, j'ai rencontré un Malgache Oui, avec qui j'ai eu deux enfants oui, qui sont donc malgaches. oui. Et puis, on a fait pas mal de mouvements, je veux dire. On est reparti, revenu, tout ça pendant une quinzaine d'années finalement, en Hmm, passant par la Réunion également, qui est donc la hmm, France, mais la France de l'océan Indien, très proche de Madagascar et très éloignée en même temps. oui. Et donc, à l'aube de mes 40 ans, ça a été le vrai retour au pays natal, qui en réalité n'est pas mon pays natal parce que je suis née en France. Mais c'est D'accord. uniquement une ligne sur ma carte d'identité, le fait que je suis née en France. Oui, 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 Et oui. Donc, aucun souvenir. Je suis arrivée tout de suite. c'est vraiment le pays où tu as grandi, en fait, de toute façon. Et d'accord. Et alors, il y a eu ce retour, mais je ne sais pas si tu préfères en parler peut-être après. Pendant que tu étais en Europe, tu as fait des études de Ouais, langue et notamment tu as étudié ouais, le malgache. ouais. Je rebondis parce que déjà tu as dit plein de choses là sur la multiplicité de ton identité, de ce qui te construit, de ce qui t'a construit, de ce qui continue aujourd'hui en fait, à te représenter. Euh, Justement par cette enfance où tu es allé dans une école finalement française, tu as appris le latin, le grec, et donc à un moment donné, il y a eu ce besoin, cette ce besoin d'équilibre peut-être, d'aller approfondir le malgache? C'est ce qui a fait que tu y es allé? Oui, en fait, c'est comme beaucoup d'adolescents, il y a eu un moment où je me suis posé des questions sur mon identité. Et quand on est adolescent, on est assez, comment on va dire ça? On n'est pas dans la nuance. On n'est pas dans Non. la nuance. Et je pense qu'à mon adolescence, alors là, ça tirait vers, voilà, je suis malgache à Madagascar, et il y avait ce rejet qu'on a tous connu, je pense, un petit peu de l'Occident de manière générale, Oui, et qui ce déséquilibre s'est quand même rétabli quand j'ai été étudiante en Europe parce que j'ai choisi de faire ce qu'on appelle mes humanités. oui. Ça veut dire que, oui, j'étais plongée en permanence dans le latin, dans le grec, dans la philosophie européenne, et je m'y trouvais bien. Et ce faisant, bah, j'ai creusé un écart avec ce qu'était la culture malgache, que je connaissais très peu en réalité. Hmm, J'ai voulu rétablir l'équilibre en passant d'abord un an à l'université à Tana, d'accord. et pour combler des lacunes en fait. Et puis en poursuivant ensuite mes études de lettres et civilisation malgache à l'école des langues orientales ou au Langso à Paris, parce Ouais, que à Madagascar, il n'y a pas de cursus pour les non-malgachisants. Pour ceux qui absolument. n'ont pas été à l'école en malgache, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. C'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, ces études, c'est bien sûr des connaissances, mais je dis que c'est une thérapie. C'était une thérapie. C'était une thérapie. Ouais. Ouais. C'était une thérapie et donc, quelque part, tu avais commencé à rétablir cet équilibre, comme tu dis. Et c'est vrai que quand on chemine, on se rend compte que c'est la langue est constituante de ces équilibres culturels notamment. Le fait que tu sois métisse, le fait que tu aies navigué entre l'Europe, Madagascar, tout cela te constitue. Et donc, retour à 40 ans, à Ouais. Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as vécu ce retour? Alors, au départ, c'est pas un retour voulu, c'est un retour qui s'est décidé euh, de manière raisonnable. Il se trouve que, donc, à l'aube de mes 40 ans, le diagnostic d'autisme de mon fils cadet, mon deuxième fils, a été posé alors qu'on vivait à Paris.
Oui, et que la vie est devenue vraiment très compliquée pour lui qui était déscolarisé, pour moi qui ne pouvais pas travailler. oui, Je vais m'en occuper. oui. Et tout ça dans le cadre d'une séparation entre le père de mes enfants et moi-même. Donc les choses étaient vraiment compliquées. Mm. C'est là que mes parents m'ont dit, écoute, tu feras ce que tu voudras de ce qu'on te dit, mais sache que si tu le souhaites, tu es toujours la bienvenue à la maison. Ouais, Donc ce retour au pays natal, c'est le retour qui aurait pu, que j'aurais pu vivre comme une forme d'échec. complètement. Oui. Voilà, hein. On est à 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? Retourner chez papa et maman, Mm. retourner dans le pays qu'on a voulu quitter finalement. Il Oui, n'était pas question de revenir. oui, C'est beaucoup, beaucoup de questionnements. Mais quand on arrive à ces questionnements, qu'on est un petit peu acculé, enfin non, j'étais pas acculée parce que c'est un choix, mais tout de même, en fait, ça m'a paru la seule solution raisonnable. oui. Une fois qu'on a arrêté de se morfondre, on se relève. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ce que tu as décidé de faire. Ouais. Euh, et donc, tu es rentré avec ton fils. Tu es revenu à Madagascar, à Tana, Oui, Mamas, même peut-être, puisque précisément. c'est aussi, ça fait partie de tes attaches. Et là, avec déjà ce choix, certes, mais comme tu dis, euh, ce choix qui s'imposait, mais qui reste un choix, tu replonges, ou peut-être que tu découvres ou tu redécouvres un pays, une ville, euh, des mentalités, des façons de se comporter qui, qui te sont assez étrangers finalement. Oui, Part et de aussi. Oui, en même temps, grâce à ce parcours, notamment au Langso, oui, je parlais de thérapie et j'ai gagné en légitimité avec ce parcours. Donc, je suis rentrée en me sentant profondément légitime dans un endroit qui m'était pas inconnu, mais dont les codes m'étaient un petit peu étrangers en oui, réalité. oui, oui. Et j'étais fort de cette légitimité, je me suis imposée dans cet espace où j'avais grandi et désormais à 40 ans, j'étais plus une petite fille, j'étais plus une gamine, même s'il a fallu batailler Hmm, pour faire entendre ma voix. oui, Voilà. oui. Alors justement, pour faire entendre ta voix, il y a des notions justement qui peuvent être complexes. Non pas peut-être qu'elles le sont, mais en même temps, c'est aussi parce que on navigue entre différentes cultures, différents cadres. Du coup, tout ce qui est la notion de famille, de parenté, les obligations, les devoirs, la notion d'individu dans le groupe, Mm. d'appartenance, du degré d'appartenance ou pas, l'homme et la femme dans cette société malgache. Euh, comment tu as adressé toutes ces notions fortes-là? Parce que c'est à partir du moment où on commence à revivre dans cette société, il faut, avec, comme tu dis, tes codes et tes grilles de lecture, il faut revivre ensemble, en fait. Donc, comment ça s'est passé? Quelles ont été tes surprises? Quels ont été tes étonnements par rapport à cette nouvelle vie? Alors, il y a un avantage dont on parlait tout à l'heure. Mon avantage, c'est que je suis métisse. Oui, Et quand on est métisse, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on est toujours l'autre. Voilà. Donc, je suis l'autre partout et je suis arrivée en sachant que j'étais l'autre. Et quand on est l'autre, on est très à l'écoute. On fait attention. Alors, parfois, on a peur de froisser. hmm, Donc, je suis très attentive à tout ça. Mais je me renie pas, hein, parce que la différence, elle est là. Je dis la oui, différence parce que j'ai été élevée par une mère française, oui, féministe, oui, engagée, et je me reconnais tout à fait dans ce féminisme. Je me reconnaissais dans ce féminisme, mais il n'était pas question que j'ai honte de cette éducation. tout à fait. J'arrivais donc avec mes enfants, alors que j'étais séparée, donc c'est des choses qui ne sont pas toujours bien vues, Hmm, mais je me connaissais quand même à 40 ans. À 40 ans, on se connaît. Donc c'était ça. Le gros travail, ça a été de ne pas céder à la facilité
ne pas céder au fait que ah bah, maintenant tu es malgache à Madagascar, donc tu vas être vraiment malgache, tu vas montrer que tu es vraiment malgache. Oui, oui. Et donc c'était là, l'enjeu il était là. Et j'ai tenu bon. Et alors sur cette malgachitude, et notamment au niveau de la langue, puisque comme tu dis tout à l'heure, le fait que tu aies fait tes humanités aussi à l'INALCO, ça t'a donné cette légitimité. Et, ce dont on a parlé toutes les deux en préparant ce podcast, c'était très intéressant sur la façon dont tu procédais au niveau de, tu continues à procéder d'ailleurs aujourd'hui, au niveau du langage, sur des sujets complexes, de bataille, de combat, d'activisme notamment, ou même juste situationnel. Parle-nous-en un peu de ce langage malgache, français, du vocabulaire. C'est très intéressant. Oui, bah déjà, ma langue maternelle, c'est le français. Oui, C'est-à-dire, je pense en français, mes phrases sont structurées en français. Mais oui, je vis en milieu malgache, en milieu malgachisant, et j'entends bien qu'on parle tout à fait différemment. En français, on parle essentiellement à l'actif. oui, On met le sujet toujours en début de phrase ou en tout cas en début de pensée quand on oui. s'exprime. Ce qui n'est pas le cas en malgache. En malgache, on parle plutôt au passif, voire à la voix circonstancielle, où c'est la circonstance qui est plus importante que le sujet. Mm, Et donc le décalage, il est permanent, moi, quand je m'exprime. Voilà. Donc j'ai dû apprendre tout ça. Mais je prends toujours note de toutes ces nuances, en fait. Les nuances, elles sont dans toutes les langues, mais elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les exactement. mêmes en français et en malgache. Et ce qui peut froisser en français ne le sera pas en malgache et réciproquement. Donc, Ouais, ouais, tout est là. Or, moi, je milite notamment dans le cadre des droits des femmes, du droit des femmes, ou des droits des femmes. Et c'est particulier parce que, par exemple, quand on parle de droits des femmes ou de féminisme à Madagascar, on me dit, mais nous sommes des femmes libres, nous sommes des femmes fortes. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, forte? oui, Il y a plusieurs mots en malgache qui vont peut-être le oui. traduire. On a Mata, Zaka, Maé, donc force spirituelle, force physique. Mm, Et bon, chez nous, en réalité, c'est la force du silence des femmes, oui, notamment. Voilà. Donc, c'est le choix des mots. On le sait, dans un discours, on peut perdre l'attention de l'interlocuteur ou de l'assemblée quand on se trompe de mots. mm, Moi, j'apprends vraiment beaucoup. Donc, on avait parlé toutes les deux de la question du droit. Voilà. Donc, nous, on milite dans le mouvement que j'ai cofondé avec deux autres complices, oui, le mouvement Nifnaka. On milite pour les droits des femmes, mais on milite pour les droits des femmes via la loi. La oui, loi, c'est la LAN. Mais nous, on milite pour les droits. Le droit, c'est Zou oui, aussi, en oui, malgache. oui, oui, exact. Dans Zou, on entend la notion de dignité, hein, de droiture. Oui, Voilà. En français, droit, ça va être, c'est polysémique, mais on n'entend pas toutes ces nuances comme ça. Voilà. Donc ce choix, il est là. Donc nous, on est précisément entre ce droit, dignité, et le droit positif des lois. oui, oui. Oui, parce que c'est très parlant là ce que tu es en train de dire sur la dignité et la loi, le droit, Mm. puisque on pourrait presque se poser la question de est-ce qu'il y en a un qui enclenche l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui doit venir avant? Enfin, je ne sais pas si le terme doit, mais en tous les cas, c'est concomitant, forcément. Et c'est important, effectivement, pour la femme. Là, ce que tu viens de dire aussi sur la langue malgache et la langue française, sur le côté actif et sur Mm. le côté passif, ça illustre beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement aussi de la société et, et quelque part le comportement individuel des personnes au sein de cette société. Euh, Justement, cette société, Kemba, Mm. je trouve que l'échange qu'on a toutes les deux là est d'autant plus intéressant sur ces regards croisés, sur ce regard croisé en fait que tu peux avoir
en tant que métisse, en tant que personne ayant grandi à Madagascar et en étant revenue, quel est ce regard, quelle est cette expérience que tu as aujourd'hui sur cette société, sur ce système dans lequel tu vis aujourd'hui et dans lequel beaucoup de Malgaches, la plupart d'ailleurs, vivent, Mm. que ce soit au niveau justement du droit, que ce soit au niveau de la religion. Euh, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'on est encore dans un système féodal? Ouais, moi, je vais employer un mot fort aussi. Je pense que nous sommes profondément schizophrènes dans notre société. Hmm. On est bien sûr tiré vers ce qu'on appelle la modernité par les réseaux sociaux, la technologie en général, et même le système politique, hein, avec des institutions qui ont été copiées sur le modèle français, par exemple. Tout à fait. En même temps, notre société, oui, elle est profondément féodale. On est lié au village, on Hmm. est attaché au village, Hmm. on est attaché au tombeau C'est vrai. associé au village. C'est On vrai. est associé à une parentèle parfois qu'on ne connaît pas. Oui. Mais en tout cas, on est lié et on peut pas on peut difficilement la refuser. Hmm. On est, comment dire, on est articulé dans ces liens Ouais. et tout ça compte au moins autant que ce système politique, voilà, donc, hein, avec un gouvernement, un parlement. Et on est au milieu de tout ça. C'est pas que je dis qu'on est schizophrène parce qu'on ne sait pas toujours comment se situer. Oui. Et c'est des systèmes souvent contradictoires. Alors, on s'en est sorti en faisant quelque chose de très condamnable. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à trouver comme voie, c'est une troisième voie qui est la voie des privilèges et des passe-droits. On a des lois, soit, mais les accepter et les observer, c'est bon pour les autres. Oui. Voilà. Oui. Donc notre pays, notre système, notre société fonctionne sur des passe-droits et des privilèges, et c'est à celui qui en aura le plus pour fonctionner. Alors quand on se bat pour des droits, c'est vraiment très compliqué d'aller contre ces privilèges et Oui. contre ces passe-droits. Oui. 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 C'est c'est très, en tout cas, moi, ça me travaille énormément, là, ce que tu dis, et depuis on en parle toutes les deux, c'est le cas. Parce que on pourrait croire, par exemple, que là, quand je t'ai posé la question sur le système féodal, et j'ai assumé le fait que le terme soit fort, Mhm. on pourrait croire que c'est un mauvais système. C'est un mauvais système sous un certain angle de suzeraineté, de vassalité, effectivement, d'une sorte de volonté de maintien de privilèges. Et en même temps, on pourrait aussi se dire que cet attachement au village, cet attachement au tombeau, elle vient de quelque part. C'est constitutif de nos origines et de nos traditions. Et donc, ce tiraillement, cette schizophrénie, effectivement, c'est l'état dans lequel nous sommes, en Mhm. tant que malgaches notamment, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein. D'autres pays vivent certainement cette schizophrénie et ce tiraillement. Sauf que la troisième voie que l'on a trouvée pour le moment n'est pas saine. Non. La troisième voie, elle n'est pas saine. Donc, euh, finalement, le problème, il est là. Il faut trouver cette troisième voie, mais pour le moment, elle n'est pas, elle n'est pas saine, elle n'est pas démocratique, elle n'est pas pour le bien de tous. Et la problématique, elle est là. Et par exemple, si on va vers la religion, Mhm. qui pourrait être perçue comme normalement voulant le bien de tous, comment elle est vécue, comment elle est euh, interprétée aujourd'hui à Madagascar, de la façon dont tu le vois, la religion. On est dans un pays qui est pauvre parmi les pauvres, hein, aujourd'hui, où les gens vivent quasiment au jour le jour.
avec très très peu d'espoir de s'en sortir dans un futur proche. Donc le seul socle un petit peu solide sur lequel s'appuyer, c'est la religion. Et quand ouais, je dis la religion, c'est pas la foi, c'est les rassemblements, ouais, c'est le fait d'être ensemble, c'est d'entendre le sermon du pasteur, c'est chanter ensemble, c'est reprendre des forces, je pense, oui, ensemble. C'est cette oui, cohésion. oui, Voilà. oui, Donc aujourd'hui, ça, c'est pour ce qui est de la société. Malheureusement, ça veut dire qu'on ne prend pas trop la peine de réfléchir. Il ne s'agit pas de lire les textes et de les interpréter là, hein. C'est vraiment être ensemble et s'en tenir à une lecture assez rigoureuse des Écritures ouais, pour tenir debout. oui, Et d'un autre côté, ce que je regrette, c'est que nos dirigeants instrumentalisent la religion parce qu'ils ont compris que les populations en avaient besoin. Et oui. donc, ils se servent de la religion pour faire passer des messages franchement pas démocratiques. Hum, hum. Et là, pareil, quelque part, euh, alors d'un côté, il y a cette omniprésence, Mm. effectivement, parce que la situation économique, sociale de la majorité de la population fait que on ait besoin de se retrouver, comme tu dis, d'aller reprendre des forces. Il y a cette religion qui a été finalement apportée par la colonisation, avec une sorte de mélange Oui. politique parce que certains effectivement l'exploitent, et aussi dans l'esprit ce mélange avec un zanar et une tradition malgache, encore une fois, on y revient, qui est très forte. Et donc une sorte d'amalgame syncrétique, je ne sais pas trop comment le qualifier, Oui. qui pour le moment aide, mais encore une fois, c'est aussi une sorte de troisième voie qui n'est pas saine non plus, dans la façon dont c'est adopté, en fait. Bah, moi, en tant que métisse, je suis tout à fait favorable au syncrétisme Oui, dans et le aux bon sens troisième du voies. terme. Tu Dans vois, le bon sens vraiment. du terme. Oui, Et je pense qu'on a cette chance. On pourrait vraiment exploiter ça autrement. Là, on mm, a un petit peu la tête dans le trou, hein, au fond du trou, parce qu'au jour le jour, c'est est-ce que j'aurai de l'eau? Est-ce que j'aurai l'électricité chez moi? oui, Est-ce que je vais rentrer à la maison sans me faire, je ne sais pas, dévaliser? Ben voilà les questions qu'on se pose. Donc, l'élévation spirituelle, elle n'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est pour ça, et pourtant, c'est ce que devrait apporter la religion, oui, malheureusement. oui, Et ben, je pense qu'il est de notre devoir, à nous, qui sommes privilégiés, hein, de réfléchir à tout ça pour ouvrir cette troisième voie dans un mm, syncrétisme qui serait beaucoup plus sain. Je pense que le mot est très juste, en fait. oui, Voilà, vraiment. Donc, enlever les scories, parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a aussi des traditions qui sont trop difficiles à accepter, je veux dire, aujourd'hui. Les femmes, le rôle des femmes, bon, dans la région dont ma famille est originaire, par exemple, moi, j'ai vu encore que les femmes pouvaient manger pas avec les hommes, après les hommes, et éventuellement, quand elles sont plus mal nées, ce qu'il reste. oui, Ça existe encore aujourd'hui. encore. Oui, Voilà. Donc ça, si on peut le supprimer, c'est quand même une bonne chose. Voilà. oui, Donc ça demande de faire comme une sorte de, pas de bilan, mais de réfléchir un petit peu à ces traditions dont on a hérité et oui, comment on veut les vivre aujourd'hui oui, pour vivre mieux, quoi. Voilà. oui, oui, et que ça aille encore une fois au bénéfice Oui, de tous, de façon certes sociale, économique, mais comme tu dis, en termes de dignité. Et là, l'exemple que tu cites par rapport à certaines traditions dans certaines régions, c'est un travail civil, sociétal, mais c'est aussi un travail de l'État. Euh, oui, et là, tu évoquais les dirigeants, la faillite et la faiblesse, l'affaiblissement continu de l'État n'aide pas non plus, justement, pour aller travailler sur ces sujets de fond de la société. oui. L'État est faible, la population n'a aucune confiance en l'État, en l'autorité et en l'ordre.
Donc, c'est vraiment pour ça que je parlais de passe-droit également tout à l'heure. Mm. Euh, je pense qu'il faut un État qui soit fort. Alors, quand je dis fort, moi, je ne suis pas pour la dictature, hein. Que ce soit clair, la dictature, si elle est bonne pour les autres, ça veut dire qu'elle est bonne pour moi. Et elle n'est pas bonne pour moi. Mm. Donc, elle n'est pas bonne pour les autres non plus. Donc, J'entends. je ne veux pas de dictature. Ouais. Mais il me semble que l'État doit être fort pour on se sente obligé de respecter ses lois. Et protéger aussi. Protégé, bien entendu. On ne se sent pas du tout protégé. Donc, on s'invente, voilà, des milices, Oui. voilà, pour se protéger. Ouais. C'est le début de comment dire, je veux dire, enfin, la faillite de l'État, hein, elle est là. L'État, il est quand même défaillant, mais c'est le début de l'anarchie quand on se crée sa propre sécurité. Exactement. Sa propre sécurité, on se crée ses propres règles qui sont Oui, ces passe-droits dont tu parles. On se crée finalement une sorte de troisième modèle et en même temps troisième modèle qui ne bénéficie qu'à un certain nombre, un tout petit nom. un tout petit nombre, et où ceux qui aspirent à, à faire partie de ce petit nombre maintenant n'ont plus le choix à part de tout faire pour être protégé par celui qui m'octroie ces passe-droits. Oui, c'est ça. Et ce qui entraîne, bien évidemment, malheureusement, on le sait, cette corruption maladive, chronique dans notre pays. Oui, on vit dans un monde de clientélisme chez nous. Oui, oui. Ça, c'est un clientélisme, effectivement. Encore une fois, ces termes peuvent être utilisés dans d'autres circonstances, mais le nôtre, là, il est le clientélisme dont Madagascar est le sujet et n'apporte pas les bonnes choses. Non. Euh, Kemba, si on regarde tout ce qu'on s'est dit là, Mhm. par rapport à cette société, par rapport à cet État, par rapport à la situation économique, sociale, religieuse, mentalitaire, comment on peut vivre, quelle est par exemple ton aspiration à toi pour demain? Parce que il y a une sorte de fameuse troisième voie de recherche d'équilibre à trouver entre les belles traditions et la modernité et que ça se décline effectivement au niveau de l'homme, de la femme, de l'hymerne, des côtes, enfin, tous ces sujets des fois très tabous hein, que l'on a chez nous. Comment tu vois les choses? Alors moi, je résume en une toute petite phrase le rêve que j'ai de mon pays. Moi, je pense pas à moi, ni même trop à mes enfants maintenant, mais plutôt à mes petits-enfants. Donc, Oui, le pays de mes rêves, c'est un pays où mes petits-enfants naîtraient à l'hôpital public, tout près de chez moi. Ça oui, veut dire que j'aurais confiance en cet hôpital public oui, et où mes petits-enfants iraient à l'école primaire publique de mon quartier. oui. Voilà. Ça, c'est le pays que je rêve de contribuer à construire. Mm. Et donc, la base, c'est bien sûr une école primaire de qualité pour tous, dans la capitale comme à la campagne, comme en brousse, qu'on soit, enfin voilà, dans toutes les régions du pays. On est loin du compte, mais ça fait déjà un super programme, hein. Ça fait déjà un super programme. Et pour que les enfants soient en forme à l'école, Oui, il faut que les mères aient été suivies pendant leur grossesse et qu'elles aient pu accoucher dans de bonnes conditions et qu'elles puissent accompagner les enfants à l'école dans de bonnes conditions parce qu'on sait pertinemment, hein, on le sait que les femmes sont, comment dire, l'éducation des mères est fondamentale pour qu'un enfant ait envie de continuer l'école le plus longtemps possible. complètement. Voilà. Donc ça, ce que je dis là, c'est vrai dans les pays, enfin dans tous les pays du monde. Mais chez nous, la moitié des enfants, le lapsus est là. La moitié des enfants ne vont pas à l'école. Ouais, Il a du sens. Et tout ce que je fais, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens, en fait. ouais, Parce que les gens ne se connaissent pas, ils restent dans leur quartier, dans leur ville, ils ne connaissent pas le voisin.
fait, ce Hmm. pays, c'est pas une île, c'est un archipel. Voilà. Avec quelques routes, quel état, pour aller de Ouais, d'une île à l'autre. d'une île à l'autre. Ouais, ouais. J'aime bien ton aspiration, Kemba, parce que je crois que quand on voit la taille du chantier et Mm. du défi, effectivement, d'une part, au niveau temporel, on a du mal à se dire que nous-mêmes, nous pourrions vivre cet idéal-là. Et donc, on en rêve parce que c'est possible, mais effectivement pour nos petits-enfants, potentiellement, parce qu'on voit la taille du défi. Euh, sur toute, et j'aime bien ton terme archipel, là, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que, encore une fois, avec ton regard de métisse, euh, comme tu disais au tout début, on est l'autre. Et Madagascar, ce demain, cet après-demain que Madagascar sera, il y a aussi tous ces autres, comme tu dis, des villes, des campagnes, des hauts plateaux, des côtes, mais aussi toutes les communautés, les métis, les asiatiques, les karanes, enfin, comment ces communautés vivent aujourd'hui? Moi, je suis malgache, pas métisse, des hauts plateaux. Et cet autre, moi, j'ai besoin de l'entendre aussi. Et nous avons besoin de nous entendre mutuellement, de nous écouter les uns les autres. Toi, déjà, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois de toutes ces communautés qui sont Madagascar? On se côtoie, on se connaît très peu, Hmm. on n'aime pas trop se mélanger. Donc, le mot communautarisme a du sens chez nous si vraiment il faut l'employer. Ouais. Mais c'est pas un mot grossier, hein, c'est pas un gros Oui, mot là-bas. Je veux j'entends, dire, c'est une je serais définition. peut-être en France. C'est une Donc, définition que tu donnes là. oui, voilà, on vit entre communautés et chacun, mais alors, on considère que chacun doit rester dans sa communauté. Ouais, Le- le- il y a pas beaucoup d'interférences entre les différentes communautés. C'est ouais, peut-être là qu'il faut travailler, ouais, je ouais, pense, parce que sinon, on reste enfermé dans sa propre communauté. Il est difficile d'en sortir. Il y en a qui le font. Je vois, c'est timide, mais je suis convaincue que dans les générations à venir, il y aura plus de mariages voilà, exogamiques, hein, tout simplement, parce que pour l'instant, on perpétue un petit peu ces communautés. ouais, Donc, je suis convaincue que ça va se faire. Mais pour l'instant, euh, parfois même, hein, je vais employer un mot fort, hein, on vit dans une forme d'apartheid qui n'est pas institutionnelle, hmm, mais qu'on perpétue en fait. On sait qu'il ne faut pas trop se mélanger, ou en tout cas, on se côtoie, mais juste le temps du travail, par exemple. ouais, C'est ouais, pas évident d'aller chez l'autre. Quand je dis d'entrer dans la maison de l'autre. oui, 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 C'est oui, vrai dans toutes nos communautés et on est toujours dans cette troisième voie hein, qu'on pourrait chercher. Il ne s'agit pas d'aller casser le mur pour aller voir ce qui se passe chez le voisin, mais cet espace se vivre ensemble, il faut qu'on le définisse ensemble. C'est pas ouais, une communauté qui va l'imposer aux autres. C'est pas exactement. comme ça que je le vois en tout cas. Ouais. Merci Kemba pour de trouver les bons mots, je trouve. C'est important parce que exactement comme tu viens de le dire, on se côtoie, mais on ne se parle pas beaucoup. Et peut-être qu'on ne parle pas encore de l'essentiel. Tu parlais justement du travail, potentiellement. Euh, et donc, c'est important de commencer à mettre des mots, de commencer à formuler les choses et de se dire, il, il faut s'aborder les uns les autres, parce que demain, après-demain, nos enfants, nos petits-enfants vivront là, ensemble. Et donc, il faut le construire, ce terrain.
ce terrain commun. Euh, il y avait une expression que tu avais évoquée, la singularité dans le commun. Oui. Là, de tout ce qu'on vient de se dire, comment tu le développerais, ta singularité dans ce commun? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, je suis toujours l'autre. Et donc, je suis très attentive quand je rencontre des gens qui peuvent aussi se sentir l'autre. Alors que quand on est dans la communication, quand on est dans l'interaction, ce qu'on veut, c'est faire du nous. Oui. Je parle avec une autre personne et je veux faire ça, voilà. Donc, sans renier ce que l'autre est en face de moi. Il ne s'agit pas de devenir des clones ou de devenir, comment dire, l'image de l'autre. Hein, c'est pas Mm. ça du tout. Donc, cette singularité, pour moi, elle est importante. Donc, je l'ai vraiment appris à dire vrai avec mon fils qui est autiste, qui a cette singularité, Ouais. et à fréquenter des enfants puis des adultes autistes qui sont dans un monde, dans leur monde. Mm. J'ai fréquenté aussi des personnes qui ont d'autres, on parle maintenant de neurodivergence, on parle de neuroatypie, voilà. Oui. Et ça a renforcé mon sentiment que la singularité, il ne faut pas la détruire en fait. Oui. Et il n'est possible de faire du nous, de construire du nous que si cette singularité est possible. Il faut pouvoir dire je avant de pouvoir faire du nous. Et Exact. dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, peut-être en France aussi d'ailleurs, hein, euh, on présuppose qu'on peut dire nous Mm. d'emblée, sans avoir réfléchi aux singularités des uns et des autres. Et après, quand on dit nous en permanence, eh bien, chacun, de son côté, tire la couverture à soi, et là, on fait du jeu. Exact. Donc, pour moi, la troisième voie, elle est vraiment dans cette phrase, effectivement. Dire je, apprendre à dire je pour faire du nous. Oui. Et ou comme j'aime beaucoup le dire, c'est articuler le commun et le singulier. Mais le singulier vient d'abord, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. C'est de la connaissance de soi La d'abord, c'est connaissance de soi. ouais, ouais, Absolument. ouais, ouais, pour mieux être ensemble. Oui. Passionnant. Je crois on pourrait passer beaucoup de temps sur cette thématique-là et d'autant plus qu'elle est cette, cette, cette nécessité de dire le je pour faire le nous, c'est vraiment le pont pour aller construire, si on fait le parallèle, la société de demain dont on rêve pour Madagascar. Le temps passe vite, Kemba. Euh, Moi, c'est ce que je dis à chacun de mes invités et avec toi, là, je le redis. Je pense que l'une des dynamiques que Diapason va avoir, c'est de rediscuter, rééchanger avec les invités dans le temps. Parce que les sujets sont nombreux et parce que les choses évoluent et qu'on n'arrive pas forcément à tout évoquer en 45 minutes, une heure. Il y a ce fameux rituel de diapason avec quelques questions un peu cribles. Euh, et je sais que la partie humanité est forte chez toi, donc quel serait l'ouvrage, la citation phare que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui, qui te porte ou en tous les cas qui, selon toi, là, par rapport à ce qu'on s'est dit, serait la bonne illustration. Ben, elle est toute trouvée. Elle me vient de l'Antiquité, de mes humanités et des lettres classiques. En fait, elle vient de l'Antiquité de Terence. Et c'est une phrase qui a été adoptée par le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle, à savoir, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ouais, 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 Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc, c'est en ce sens que je travaille. ouais. Hein. C'est en ce sens que tu travailles et à faire bouger les lignes pour que cet humain vive mieux là où il est, et notamment à Madagascar. Dans toute sa singularité, dans toute sa diversité, l'humain, je dois pouvoir
travailler et vivre avec. Voilà. Ouais. Autre question, c'est qui d'autre, au pluriel comme au singulier, tu nous recommanderais ou tu inviterais ici sur le podcast de Diapason? Alors, je pourrais citer beaucoup de noms, mais je pense à une amie Oui. qui vit au bord du lac, pas loin de Manambat, Ok. dans une petite ville qui s'appelle Ankanouch, Oui. hein, sur les Pingalan, et qui Oui. a un hôtel. Elle Oui. s'appelle Angélique Decamp. D'accord. Elle se bat contre les braconniers tous les jours. Elle a été menacée de mort d'ailleurs, hein, pour préserver la forêt de Vouiboul, tout Hmm. près de là où elle est installée. Voilà. Elle est loin de tout, hein? Elle est loin de Loin de tout. tout, oui, Ouais. mais sur place, les Elle est- pieds bien ancrés sur place. ouais. Oui, bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, au bon moment, tu me communiqueras ses coordonnées et nous l'inviterons avec plaisir. Ce sont des personnalités. Moi, c'est ce que j'adore aussi sur ce podcast et je pense que c'est l'un des objectifs de Diapason, c'est d'aller chercher toutes ces personnalités, ces individus qui œuvrent au quotidien et notamment sur le terrain. On a des fois cette frustration d'être d'être trop protégé et trop loin de ce qui se passe. Donc, c'est ce pont qu'on essaie de créer et de faire porter vos voix. Kemba, quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu souhaites peut-être transmettre pour continuer à nourrir le débat? Parce que c'est aussi l'un des objectifs de Diapason. Je crois que là, on a commencé à esquisser des sujets un peu tabous, mais qu'il faut mettre sur la table. Donc, quel serait un peu ton mot de la fin? Ben, moi, je voudrais partager mon optimisme, vraiment. Malgré tout, hein, on peut pleurer tous les jours, mais je suis très optimiste. Je crois en la jeunesse, notamment la jeunesse de notre pays. J'ai beaucoup d'espoir je voudrais qu'on travaille tous, qu'on réfléchisse tous à cette fameuse troisième voie qui serait, comment dire, dans la sérénité en fait, parce que pas dans le conflit entre ce qui a été, c'était mieux avant, on a tout perdu, Hmm, ces étrangers qui nous transforment. Non, on peut hmm. créer quelque chose donc pour réinventer, pour réenchanter notre monde. Voilà. Merci beaucoup, Kemba. Ce qu'on se dit là aujourd'hui, en tous les cas, on espère commence à enfin, y contribuer. Et toi, tous tes combats que tu mènes le font. Encore un grand merci pour ta participation aujourd'hui. Je te remercie, rien.